Quand deux petits pays paralysent l'Europe entière, que se passe-t-il vraiment à Bruxelles? Le dernier sommet de l'Union européenne s'est achevé sur un échec retentissant. Pas d'accord sur le paquet de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine. La Hongrie et la Slovaquie ont mis leur veto, plongeant l'UE dans une crise sans précédent. Leur blocage? Officiellement, il s'agit de défendre leurs intérêts énergétiques, alors que Budapest exige la reprise du transit du pétrole russe par l'Ukraine pour garantir sa propre sécurité. Le chancelier allemand n'a pas mâché ses mots, accusant le Premier ministre hongrois de déloyauté et promettant des conséquences. Mais derrière ce bras de fer, c'est toute la crédibilité de l'Union qui vacille. Si l'UE n'arrive pas à s'unir sur un enjeu aussi vital, peut-elle encore prétendre peser sur la scène internationale? Sa réputation, sa cohésion et la stabilité financière de l'Ukraine sont en jeu. Pour comprendre les racines de cet affrontement, revenons sur le contexte et la mécanique de cette crise. Comment un seul veto peut faire dérailler tout le projet européen? C'est exactement la question qui agite Bruxelles depuis le dernier sommet de l'Union européenne, où le grand plan d'aide à l'Ukraine s'est heurté à un mur inattendu. Pourtant, sur le papier, tout semblait déjà réglé depuis décembre 2025. Un paquet de 60 milliards d'euros pour soutenir l'effort militaire ukrainien, 30 milliards pour combler le budget de Kiev, des intérêts pris en charge par l'UE et l'idée, ambitieuse, que la Russie paierait un jour la facture via des réparations. Mais, dans l'UE, rien ne se fait sans l'accord des 27 États membres, c'est la fameuse règle de l'unanimité. Un seul pays peut tout bloquer. Et cette fois, ce sont la Hongrie et la Slovaquie qui ont décidé de tirer le frein à main. Pourquoi? La réponse tient en un mot: énergie. Plus précisément, le pétrole russe, qui transite normalement vers l'Europe centrale via l'oléoduc Druzhba, en passant par l'Ukraine. Or, Kiev a suspendu ce transit, forçant la Hongrie à puiser dans ses réserves stratégiques et à envisager des solutions alternatives, comme un détour par la Croatie. Pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, il ne s'agit pas d'un simple bras de fer politique, mais d'une question vitale de sécurité énergétique. Tant que le pétrole russe ne circule pas à nouveau, Budapest refuse tout compromis sur le soutien à l'Ukraine. Même logique à Bratislava, où le Premier ministre slovaque Robert Fico insiste, l'UE ne peut pas placer les intérêts de l'Ukraine au-dessus de ceux de ses propres membres. La Slovaquie, tout comme la Hongrie, réclame le retour du pétrole russe et la pression des institutions européennes sur Kiev pour rétablir le transit. Résultat, l'Union européenne se retrouve paralysée, incapable d'agir alors que la guerre fait rage à ses portes. Ce blocage ne menace pas seulement la stabilité énergétique de la Hongrie ou de la Slovaquie, mais remet aussi en cause la capacité de l'ensemble du projet européen à réagir efficacement face aux crises géopolitiques. Mais derrière ce bras de fer pétrolier se cache en réalité une fracture bien plus profonde au sein de l'Union européenne. Mais finalement, s'agit-il vraiment seulement d'argent, ou bien d'un bras de fer sur les valeurs et la souveraineté au sein de l'Union européenne? Car derrière le rideau des négociations à Bruxelles, le conflit s'est joué sur plusieurs fronts à la fois. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a posé ses conditions. Pas d'aide à l'Ukraine tant que le transit du pétrole russe par la Hongrie n'est pas garanti. Il martèle que la sécurité énergétique nationale n'est pas négociable, et il est même allé jusqu'à menacer de bloquer le passage des carburants destinés à l'Ukraine. La Slovaquie, par la voix de son nouveau gouvernement, s'est rangée du côté hongrois. Elle refuse toute concession sur le droit au transit jusqu'à fin 2027 et condamne l'idée d'ouvrir la porte de l'Union européenne à l'Ukraine sans garantie solide. Face à eux, les autres États membres ont tout tenté. Pression, compromis, diplomatie. Mais ni la fermeté ni la persuasion n'ont ébranlé Budapest. Au contraire, Orban est reparti de Bruxelles convaincu d'avoir remporté une victoire stratégique contre Bruxelles, selon des sources diplomatiques. L'impasse a provoqué des réactions cinglantes. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a dénoncé une atteinte sans précédent à la loyauté européenne, prévenant que la réputation et la cohésion de l'Union pourraient être durablement affectées. Il a averti que ce bras de fer laisserait des traces profondes, bien au-delà de ce simple sommet. Le problème,
c'est que l'arsenal institutionnel de l'UE montre ses limites. Même l'article 7 du traité, qui permettrait de priver la Hongrie de son droit de vote pour manquement grave aux valeurs de l'Union, est inapplicable tant que l'unanimité est nécessaire. Concrètement, si ce type de blocage venait à se répéter, c'est la capacité même de l'Europe à réagir collectivement face aux crises qui seraient remises en cause. La crise ukrainienne ne fait donc pas qu'exposer un désaccord ponctuel. Elle met à nu les failles institutionnelles et économiques de l'Europe, des failles qui pourraient avoir des conséquences bien plus larges que la seule question du crédit. Une crise qui menace de s'étendre bien au-delà de l'aide à l'Ukraine. Car ce blocage provoqué par la Hongrie et la Slovaquie ne met pas seulement en danger la survie économique ukrainienne, mais secoue aussi l'équilibre de tout le continent européen. Commençons par l'Ukraine. Sans les crédits européens, dès avril 2022, le pays risque un profond déficit budgétaire. Ce trou financier fragilise non seulement ses services publics ou son effort de guerre, mais menace également l'aide cruciale du FMI, près de 8 milliards de dollars conditionnés à un soutien européen solide. Si l'Ukraine chancelle, ce n'est pas seulement la stabilité de sa frontière qui vacille, mais aussi toute la crédibilité de l'engagement occidental face à la Russie. Mais la crise ne s'arrête pas là. Regardons du côté de l'Union européenne, où l'impact est déjà bien concret. L'économie allemande, moteur du continent, traverse une période de stagnation inédite. Des géants comme Volkswagen, ThyssenKrupp ou Siemens annoncent des plans de restructuration massifs. À eux seuls, plus de 35 000 emplois pourraient disparaître en Allemagne d'ici 2030. Des fermetures d'usines sont évoquées, pesant directement sur les familles et l'ensemble du tissu industriel. Ajoutez à cela l'explosion des prix de l'énergie depuis 2022 et la perte de compétitivité par rapport à la Chine ou aux États-Unis. C'est le modèle européen qui vacille. Le nœud du problème ? La dépendance persistante de certains membres, notamment la Hongrie et la Slovaquie, au pétrole russe. Ces pays bénéficient encore de dérogations, faute d'alternatives à des livraisons abordables. Pour eux, la solidarité européenne semble s'arrêter là où commence la sécurité énergétique nationale. Alors, comment l'UE réagit-elle ? Face au blocage, Bruxelles envisage déjà des financements alternatifs, contournant la règle de l'unanimité. Mais ce type de manœuvre pourrait fissurer davantage l'unité du projet européen en opposant la logique de majorité à la voix de chaque État, grand ou petit. C'est tout l'esprit de l'UE qui se retrouve remis en question. Et le débat sur la réforme du vote à l'unanimité revient. Jusqu'où l'Union peut-elle aller pour garantir sa capacité d'action sans écraser la souveraineté de ses membres les plus vulnérables ? En somme, cette crise met en jeu la survie économique de l'Ukraine, l'avenir des millions d'emplois européens et la cohésion institutionnelle de l'Union. Une équation explosive dont l'issue reste incertaine. Face à ces défis, quelles leçons tirer et quelles pistes concrètes pour éviter l'implosion ? L'Europe doit-elle réformer ses règles ou s'adapter à une union de plus en plus fragmentée ? Cette crise à Bruxelles oblige à regarder en face la question de l'équilibre entre souveraineté nationale et solidarité européenne. D'un côté, l'unanimité protège les petits membres comme la Hongrie ou la Slovaquie. Ce n'est pas seulement une formalité, c'est inscrit dans les traités pour garantir que leurs intérêts, notamment énergétiques, ne soient pas balayés par la majorité. Mais ce même principe peut aujourd'hui paralyser toute l'Union, au moment même où son efficacité est cruciale face à la crise ukrainienne et aux bouleversements économiques. La dépendance énergétique de certains pays, privés d'accès direct à la mer et fortement liés à la Russie, est bien réelle. Et la perte de ces approvisionnements a déjà affaibli l'industrie européenne, comme le montrent les difficultés du secteur automobile allemand, avec Volkswagen qui prévoit de lourdes coupes budgétaires et des dizaines de milliers de suppressions d'emplois d'ici 2030. Ce contexte fragilise la cohésion sociale, fait monter le coût de l'énergie et alimente la défiance. Peut-on, dans ce climat, demander à des États de sacrifier leur sécurité au nom de la solidarité ? Face à l'impasse, plusieurs alternatives émergent. Contourner le veto via des accords bilatéraux, utiliser de nouveaux instruments financiers ou accentuer la pression diplomatique sur les récalcitrants. Mais il y a un risque. Si le veto devient une arme politique systématique,
la confiance entre membres en sortira durablement affaiblie. L'Union européenne pourrait y perdre plus que quelques points d'efficacité. Sa capacité à répondre aux crises futures, son influence et même son unité sont en jeu. Au fond, la question reste ouverte. Quelle Europe voulons-nous vraiment? Une fédération solidaire ou un regroupement d'États aux intérêts divergents où chacun peut bloquer l'ensemble? Et à quel prix sommes-nous prêts à payer cette unité? Autant d'enseignements à retenir alors que se profile déjà le prochain sommet. Au bout du compte, que devons-nous retenir de ce sommet et comment s'y préparer pour la suite? Ce qui se joue à Bruxelles aujourd'hui façonnera l'Europe de demain. Ce sommet n'est pas seulement un nouvel épisode dans la longue série des négociations européennes. Il met en lumière l'un des défis les plus pressants pour l'avenir de l'Union. Derrière la question très concrète du crédit à l'Ukraine, c'est la capacité même de l'Europe à décider et à agir ensemble qui est remise en cause. La Slovaquie et la Hongrie, en bloquant l'accord au nom de leurs intérêts énergétiques et de sécurité, rappellent à tous que l'unanimité n'est pas un simple détail de procédure, mais une garantie fondamentale pour les petits États membres. Pourtant, cette règle, censée protéger, devient aujourd'hui un frein à la solidarité et à la réactivité européenne, au moment où les crises extérieures se multiplient. Ignorer ce débat, c'est prendre le risque de subir une Europe divisée, incapable de peser sur la scène internationale ou même de protéger le niveau de vie de ses citoyens. Car au-delà des grandes déclarations, ce sont l'emploi, le prix de l'énergie et la stabilité financière qui sont en jeu pour chacun d'entre nous. Ce blocage révèle donc l'urgence d'un débat citoyen sur la manière dont l'Europe doit évoluer face à ces défis. Faut-il repenser la règle de l'unanimité? Accepter de nouveaux mécanismes de coopération? Ou réaffirmer le droit de chaque État à défendre ses intérêts vitaux? Quoi qu'il en soit, les prochains jours seront décisifs. Les discussions se poursuivent, la pression monte, et les choix de nos dirigeants auront des conséquences directes sur notre quotidien. Plus que jamais, il est essentiel de rester informé, de questionner et de participer au débat sur l'avenir de l'Europe.